Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce 5e séminaire Agir, action de la gouvernance initiée par la recherche. Nous avions mis en place en 2021, début 2021, séminaire qui a pour objectif d'éclairer les enjeux et les défis de notre programme par la recherche, tous les aspects qui concernent l'enseignement supérieur à la recherche et un peu plus largement. Aujourd'hui, nous consacrons ce séminaire à la question des finances publiques à l'heure du changement climatique, avec une idée d'en faire un bilan et tirer quelques perspectives. Nous saisissons l'occasion pour cela de la sortie de la publication d'un rapport qui a fait beaucoup de bruit et qui a été qui est arrivé à point nommé, puisqu'il est très documenté. C'est le rapport que Jean Pisani-Ferry a présidé auprès de la Première ministre, avec comme rapporteur Selma Mahfouz, qui est ici présente et qui va nous éclairer sur justement les incidences économiques de l'action pour le climat, et en particulier les aspects de finances publiques seront au cœur de son intervention. Je la remercie pour sa présence. Et puis, nous avons notre collègue Anne-Laure Delattre, qui est chercheur CNRS, membre du laboratoire d'économie de Dauphine, et qui a publié ce livre, dans ma lecture, qui s'appelle « L'État, droit dans le mur, rebâtir l'action publique » chez Fayard, 2023. Et qui fait une évaluation aussi de l'efficacité des dépenses publiques depuis les 30 dernières années, je crois, et qui va nous parler aussi de cela. Alors, nous avons centré ces questions autour des problématiques de transition climatique, de transition écologique et de finances publiques liées justement à la transition, parce que Dauphine est très engagé dans la lutte contre le changement climatique. On a mis en place un conseil environnemental et social dans lequel les étudiants sont très présents. Nous avons aussi été les premiers à avoir mis en place un cours en 2018, un cours obligatoire pluridisciplinaire sur la transition écologique. Nous avons déjà fait un séminaire sur les enjeux de la transition écologique pour l'enseignement supérieur et la recherche, mais aujourd'hui, nous élargissons le sujet à la question des finances publiques. Voilà. Donc, je suis très heureux d'accueillir Selma Mahfouz et Anne-Laure Delattre. Et j'ai deux discutants que je remercie aussi d'accepter de discuter ces interventions. Antoine Bozo, qui est directeur de l'Institut des politiques publiques et maître de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales. Il était déjà venu nous présenter un rapport sur les retraites, en particulier, il y a quelques années. Et Philippe Devrière, professeur d'économie et directeur du LEDA. C'est d'ailleurs Philippe qui est à l'origine de cette idée, donc je tiens à le remercier. Je suis aussi avec Florence Gelin, qui, comme d'habitude, participe à ce séminaire. Elle reverra les questions que vous aurez à cœur de poser dans le fil de conversation. Elle les restituera pour que les intervenants et les discutants puissent vous répondre. Nous choisissons ce format, car nous avons créé ce séminaire en plein confinement et Covid. Nous choisissons ce format de webinaire parce que nous touchons davantage de personnes que lorsque nous sommes, et puis c'est plus agile et plus simple. Voilà. Donc, je laisse tout de suite la parole pour 20 minutes à Selma Mahfouz et je la remercie encore pour sa présence. Oui, bonjour à tous et merci pour cette invitation. Vous m'entendez correctement? C'est bon? Oui, je pense. D'abord, peut-être un mot sur le contexte de ce rapport. Alors, est-ce que les slides... Par contre, tout à l'heure, ça marchait, mais ça ne marche plus. Alors... Ah si, peut-être que ça va défiler. Voilà. Bon. Donc, le contexte de ce rapport, simplement pour dire que c'est un rapport donc, qui a été remis par la Première ministre en mai et qui a bénéficié d'une belle mobilisation collective puisqu'il y a une centaine d'experts, des administrations, des instituts économiques du monde de la recherche qui ont contribué et que le rapport de synthèse
est accompagné de 11 rapports thématiques qui permettent d'approfondir différentes questions. Vous avez la liste ici. Que tout ça s'est fait en articulation avec toutes les administrations concernées et notamment avec le secrétariat général à la planification écologique dans le cadre de la préparation de la loi de programmation énergie-climat et de la nouvelle stratégie nationale bas carbone dont les détails ont été ont été communiqués hier et aujourd'hui. Donc, très rapidement, je vais d'abord dire quelques mots, reprendre 4 points sur les incidences économiques de la transition, parce que je pense que c'est indispensable pour comprendre la façon dont on a abordé leurs implications pour les finances publiques. En introduction aussi, préciser qu'on ne traite que de la transition énergétique, ce qui n'épuise pas les questions écologiques, les questions de biodiversité, les questions d'épuisement de ressources en eau et autres, qui ne sont pas dans le champ de notre travail, de même qu'on s'est intéressé à l'atténuation du changement climatique et pas aux politiques d'adaptation, même si on les aborde incidemment, mais on est centré sur la transition, la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors, économiquement, premier point, la transition énergétique, c'est en fait une transformation fondamentale, une grande transformation de notre économie, qui est comparable à une révolution industrielle, avec quelques différences, outre le fait qu'elle est globale. Elle devra être 2 fois plus rapide, c'est ce qu'on voit ici. Vous avez ici le mix énergétique mondial, donc l'offre énergétique mondiale depuis 1800 jusqu'à 2050, et on voit qu'on est passé de la biomasse en vert au charbon en noir, au pétrole en gris, au gaz en marron, etc. Mais de façon, en général, beaucoup plus, parfois assez rapide, mais beaucoup moins rapide que ce qu'on prévoit de faire dans les prochaines années avec la décarbonation de notre mix énergétique. C'est ce que vous voyez à droite, le solaire est en jaune, l'éolien en vert. Et donc, c'est une transformation beaucoup plus rapide qui a comme autre particularité le fait qu'elle est de facto orientée par des choix publics plus que par l'innovation et les marchés. Ce n'est pas des innovations qui apparaissent et dont des entrepreneurs se saisissent. Alors, ce n'est pas qu'on souhaite qu'elles soient orientées par les choix publics, c'est pas, des gens ont parfois réagi, c'est simplement qu'elles n'auraient pas lieu si collectivement on n'avait pas décidé de sortir des énergies fossiles pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. La conséquence de ces particularités, c'est que tous les secteurs devront prendre part à l'effort. C'est environ 150 millions de tonnes de réduction des émissions de CO2 d'ici 2030 qu'il nous faut réaliser. Et vous avez ici la répartition par secteur, transport, bâtiment, qui en France représente une grande partie de l'effort, en partie parce que la production d'énergie est déjà plus décarbonée que dans d'autres pays, mais aussi l'agriculture et l'industrie. Alors, deuxième point, c'est que la transition, en fait, on a essayé de décortiquer, de clarifier dans ces travaux, c'est qu'elle repose sur 3 principaux mécanismes économiques qui sont les suivants. D'abord, la réorientation du progrès technique, du brun vers le vert, le fait qu'il faut innover dans des technologies vertes de plus en plus. Le deuxième, c'est la sobriété. Alors, ce qu'on s'est attaché à définir et dont on s'est attaché à mieux comprendre les effets économiques, notamment dans le rapport coordonné par Aude Pommeret sur la sobriété, on l'a défini comme la réduction de la consommation d'énergie qui ne résulte pas de gains d'efficacité énergétique. Dans le débat public, sobriété est un peu un mot valise, donc on a éprouvé le besoin de bien le définir. Ça suppose un changement des pratiques et des normes collectives, ça suppose des évolutions à la fois du côté de l'offre et de la demande. Ça peut être porteur de croissance et de bien-être, mais ce qu'on voit dans les travaux qu'on a faits, c'est qu'en fait, quand on regarde d'ici 2030 l'ensemble des actions, des leviers qui sont envisagés pour réduire les émissions à l'horizon 2030 de 150 millions de tonnes comme on s'y est engagé, les actions qui relèvent de la sobriété représentent environ 15% de la réduction des émissions à l'horizon 2030. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas faire plus, mais pour l'instant, il n'est pas identifié de levier qui permettrait de faire tout par la sobriété dans les scénarios dont on dispose. Et puis, le troisième levier, qui du coup est le principal, notamment à court terme, je vais y revenir, c'est la substitution de capital aux énergies fossiles.
parce que la caractéristique commune de la construction de panneaux solaires, d'éoliennes, de la rénovation des bâtiments et de l'achat de véhicules électriques, c'est qu'on investit pour sortir des énergies fossiles, pour décarboner l'énergie. Alors, la réorientation du progrès technique, je m'arrête un instant dessus, on a écrit après 2030, c'est parce que c'est ce qui jouera un rôle majeur, enfin en tout cas il faut l'espérer, à plus long terme, parce que l'innovation, le temps qu'elle se traduise par vraiment de la productivité et qu'elle diffuse, c'est long, mais c'est ce qui nous permet d'espérer qu'à terme, une économie décarbonée peut être productive. Alors autant, plus, on n'en sait rien, à dire vrai, mais qu'en tout cas, elle peut être au moins pas forcément complètement contraire à la productivité. C'est cette baisse du coût des énergies décarbonées pour la production d'électricité qui est assez impressionnante et qui laisse penser que, à force d'innovation, à force d'innover dans le brin, on peut espérer qu'à terme, la réorientation du progrès technique transformera finalement cette transition qu'on décide au départ et qui n'est pas spontanée comme les révolutions industrielles du passé, en une révolution industrielle un petit peu plus drivée, tirée par le progrès technologique. Mais ça, c'est seulement à terme. Et donc, à court terme, le principal levier, c'est l'investissement pour sortir des énergies fossiles. Donc, ce qu'on a essayé de faire dans le rapport, et ce qui a été beaucoup commenté, c'est de quantifier ces besoins d'investissement qui sont nécessaires pour sortir des énergies fossiles. Donc, on les a estimés pour la France d'ici 2030. Donc, l'horizon dans lequel on s'est placé, c'est vraiment l'horizon 2030, parce que le point de départ, c'était vraiment de se dire, il y a beaucoup d'économistes du climat et beaucoup d'économies du climat, mais dans la réflexion sur les évolutions économiques à 5-10 ans, sur les politiques budgétaires, monétaires, la prise en compte du climat, elle est très en retard. Donc l'horizon qui nous intéresse, c'était vraiment celui-là, c'était savoir à l'horizon de 5-10 ans, dans les évolutions économiques, de l'emploi, de l'inflation, du PIB, dans la conduite de la politique budgétaire, qu'est-ce que la transition risque de changer. Donc pour ça, on est parti à l'horizon 2030, secteur par secteur, et c'est ce que vous voyez ici, de l'ensemble des mesures, alors qui étaient en train d'être réfléchies, identifiées, arbitrées au sein des différentes administrations, qui permettaient de réduire les émissions comme on s'y est engagé à l'horizon 2030. Et donc, on a pris mesure par mesure dans les bâtiments, la sortie des chaudières au fioul. Donc, à chaque fois, en s'attachant à identifier les mesures de politique publique qui permettaient de déclencher des changements de comportement et des réductions d'émissions. L'interdiction des chaudières, l'installation de nouvelles chaudières au fioul, elle est déjà effective. Ça signifie de remplacer des chaudières qui arrivent en fin de vie par des pompes à chaleur. Les pompes à chaleur, c'est plus cher que des chaudières au fioul. Et cette différence, c'est l'investissement supplémentaire nécessaire à la transition, et c'est ça qu'on chiffre. Donc pareil pour les besoins de rénovation, d'isolation de logements, de passoires thermiques. Donc vraiment très précisément pour la rénovation du tertiaire privé, le nombre de mètres carrés à rénover, le coût de la rénovation au mètre carré. Et donc comme ça, ligne à ligne, on a un peu compté les haricots et on est arrivé à ce total de 60 à 70 milliards de besoins d'investissement supplémentaires par rapport à un scénario dans lequel on ne ferait pas ces objectifs, on n'atteindrait pas ces objectifs de réduction des émissions. Donc à chaque fois, il faut évidemment bien préciser ce qu'on met dans le scénario contrefactuel. 60 à 70 milliards d'euros par an à l'horizon 2030 pour tout le monde, les ménages, les entreprises, le public, pas seulement pour les finances publiques. Ce n'est pas que de l'investissement public. Donc ça, c'est le premier élément de chiffrage. Alors, ensuite, un point très important qu'il faut avoir en tête, c'est que ces investissements, ils sont un peu particuliers, au sens où habituellement, l'investissement, il vise à accroître les capacités de production ou à améliorer la productivité du travail ou du capital, alors qu'ici, en fait, on investit simplement pour remplacer des énergies fossiles, sans que ça permette de produire plus,
et sans nécessairement que ça permette de produire plus efficacement et donc moins cher. Et ça, c'est un point vraiment très important, je pense, parce que ça explique pourquoi la question du financement de ces investissements, que ça soit l'achat d'un véhicule électrique plus cher qu'un véhicule thermique par un ménage, d'une pompe à chaleur ou des rénovations, ou bien des investissements dans l'industrie ou autre, pourquoi la question du financement de ces investissements se pose de façon un petit peu particulière. Alors, ça a une autre conséquence, le fait que ces investissements ne soient pas productifs à court terme, c'est que s'ils se substituent à des investissements productifs, ça peut avoir un impact négatif transitoire sur la productivité. Alors, on s'est osé, avec l'aide d'Anne Pollard, à chiffrer cet impact. On a donné un chiffre, donc c'est un ordre de grandeur, évidemment entouré d'incertitudes, mais de l'ordre d'un quart de point de croissance de la productivité pendant la période de transition, ce qui est évidemment non négligeable. Alors ça, c'était le troisième point sur le dernier point sur les incidences économiques. C'est le fait que la transition est spontanément inégalitaire, que de ce point de vue-là, les réglementations ne sont pas plus indolores que la taxation, puisqu'elles obligent les ménages, notamment les petites entreprises, à faire des investissements. Et une façon de le voir de façon assez simple, c'est ce tableau qui simplement rappelle le coût de la rénovation d'un logement, d'un changement de chaudière ou de l'acquisition d'un véhicule électrique, et qui le rapporte aux revenus d'un ménage modeste d'abord. Donc c'est, si on prend ensemble la rénovation du logement et le changement de chaudière, c'est plus de 2 ans de revenus d'un ménage modeste. De même pour l'acquisition d'un véhicule électrique, et même pour les ménages des classes moyennes, c'est plus d'1 an de revenus à chaque fois pour ces ménages, ce qui pose la question de la capacité à financer des alternatives, qui est une des conditions d'une transition juste avec l'égalité des sacrifices, dans des termes tout à fait particuliers. Alors ça fait une transition avec les implications pour les finances publiques, sur lesquelles j'arrive. Donc les données du problème sur les finances publiques, d'abord, c'est, je crois il faut le rappeler, l'illusion perdue du double dividende, qui était cette idée qu'avec la taxation du carbone, on pourrait à la fois inciter les ménages et les entreprises à décarboner l'énergie qu'ils utilisent et disposer de recettes qui permettraient alors soit d'être redistribuées, soit de réduire des impôts plus distortifs et donc d'avoir des gains en croissance. Donc cette illusion elle est perdue parce qu'en fait, par rapport à un monde sans taxation du carbone, le ménage qui est incité par la hausse du prix des carburants à changer de véhicule électrique, il n'est pas pour autant plus riche et il n'a pas pour autant plus de moyens, même si c'est plus rentable pour lui de changer de véhicule qu'en l'absence de taxation du carbone. Donc je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a à peu près compris qu'il n'y aurait pas de double dividende, au sens, en tout cas à court terme, au sens où la taxation du carbone permettrait d'améliorer la croissance et de réduire le déficit en même temps. Et donc du coup, les données du problème, c'est quoi? C'est d'un côté plus de dépenses publiques, parce qu'il va falloir que les finances publiques prennent en charge une partie de l'investissement dont j'ai parlé. Alors, quelle partie? C'est ce qu'on voit ici. Ça dépend évidemment de quels investissements. Pour la rénovation des bâtiments publics, des écoles, c'est du financement public à 100%, a priori. Donc, on a fait un peu ligne à ligne, une tentative de partage pour les infrastructures, bornes de recharge, pistes cyclables, etc. C'est une partie publique, une partie privée. Et puis pour la rénovation du tertiaire privé, dans ce cas-là, la part publique est à peu près nulle, ou en tout cas limitée éventuellement aux petites entreprises. Donc ligne à ligne, on arrive à la conclusion dans un scénario qu'on appelle optimal, au sens où on aide suffisamment le secteur privé pour que ces investissements aient lieu. On aurait à peu près la moitié de ces 66-67 milliards qui devraient être prises en charge par les finances publiques. Évidemment, tout ça est sujet de débat, mais c'est ce qu'on a posé dans le rapport. Donc ça, c'est la première chose, plus de dépenses publiques.
Et puis de l'autre côté, moins de recettes publiques. Alors pour différentes raisons. D'abord, si on a des pertes de productivité et donc de PIB potentiel, ça peut avoir un impact direct sur les recettes, et notamment sur toutes les recettes qui sont assises sur la masse salariale. Il y a un autre impact sur les recettes publiques qui existe, qui est réel, que certains pays commencent à voir très clairement, qui est dans la transition, on a nécessairement une baisse de la consommation d'énergie, pas seulement d'énergie fossile, et donc une baisse des recettes assises sur l'énergie. Les Anglais commencent à avoir une érosion des assises sur les énergies. Et donc, si à structure inchangée de notre fiscalité, on a des pertes de recettes. Dans le rapport, ici, on a fait l'hypothèse que cette perte de recettes assises sur les énergies serait compensée par des taxes sur les véhicules, comme les Anglais ont commencé à le faire, ou par d'autres taxes, mais qu'en tout cas, le taux de prélèvement obligatoire ne serait pas serait maintenu constant, ce qui est une hypothèse plutôt favorable. Et donc, en prenant simplement les baisses de recettes publiques liées aux pertes de PIB potentiel, avec notre hypothèse un peu ad hoc d'un quart de point de productivité en moins, les surcroît de dépenses publiques que j'ai montrées, on a une hausse de la dette qui est de l'ordre de 10 points de PIB en 2030, évidemment, qui monte ensuite à 25 points de PIB en 2040, et ainsi de suite. Donc voilà un petit peu pour les éléments sur les finances publiques et sur l'incidence économique que vous pouvez mettre au débat. Merci beaucoup. Juste attends. Pardon, j'ai manqué. J'avais une dernière slide sur les prises de financement. J'ai failli oublier. Donc évidemment, dans le rapport, on parle aussi des pistes de financement. Alors, il y a d'autres aspects sur les impacts sur l'inflation, sur la compétitivité que je ne développe pas ici. Donc les pistes de financement public, de cette part publique de l'investissement, à peu près 1 point de PIB à l'horizon 2030. Bon, ici, on les liste. Il y a évidemment le redéploiement des dépenses brunes, y compris fiscales, qui s'élèvent à au moins 10 milliards rien que pour l'État. C'est évidemment la piste la plus satisfaisante à tout point de vue. Ça paraît un petit peu absurde de continuer à financer sur fonds publics des dépenses défavorables à l'environnement. Enfin, nous, on considère qu'on ne pourra pas tout faire à l'horizon 2030 par ce biais-là, parce que ça suppose des transitions qui peuvent être compliquées pour sortir, ne serait-ce que pour supprimer le gazole non routier, les exonérations de taxation de gazole non routier ou autres. Donc, on pense qu'il faudra... Alors, une autre piste, c'est du redéploiement d'autres dépenses à définir. Si la priorité, c'est la transition, c'est d'investir dans la transition, dans quoi il faut moins dépenser. Ça, c'est vraiment des choix collectifs, mais c'est une piste qui peut exister. Et une troisième piste qui a été beaucoup évoquée dans le débat, c'est ce qu'on a appelé l'ingénierie financière. Donc c'est l'idée d'avoir des financements privés du style... Alors, tout dépend évidemment de si les investissements nécessaires pour sortir des énergies fossiles, à terme, sont rentables ou pas. Et ça, c'est une vraie question qui dépendra du prix relatif, notamment du prix de l'électricité future et de la capacité, par exemple, d'une rénovation à tenir ses promesses en termes de réduction des dépenses, des factures énergétiques. Mais si on se place dans cette hypothèse favorable que ces investissements sont rentables et qu'on ne les faisait pas pour des raisons qui restent à déterminer, mais qu'ils sont rentables, que demain ils seront rentables, on peut imaginer des dispositifs de leasing, de financement par le système financier. Alors, on va voir ce que donne le leasing qui est en train d'être déployé, mis en place pour les véhicules électriques. Jusqu'à quel point ces dispositifs peuvent, avec des coûts de gestion qui ne soient pas trop élevés, une application, c'est une question qui reste ouverte, permettre ce financement. Et puis, une fois qu'on a épuisé ces pistes de redéploiement et d'ingénierie financière, il n'y a pas 40 000 solutions. Soit on augmente l'endettement, soit on augmente les prélèvements obligatoires de façon temporaire. Et c'est ce qui nous a conduit, dans le contexte où la transition est inégalitaire, à proposer un prélèvement temporaire, ponctuel même, one-off,
sur le patrimoine financier des ménages les plus aisés. Et cette fois-ci, je n'en discute pas. Merci beaucoup, merci. Je laisse la parole tout de suite à Anne-Laure et puis ensuite on passera au discutants. Voilà. Merci pour le timing, c'était parfait. Ok, d'accord. Bon, merci beaucoup Maud pour l'invitation et pour les discutants de nous avoir rejoints. Alors, je vais commencer tout de suite. Le contexte dans lequel se pose la question, finalement, c'est un nouveau contexte pour une vieille question. L'action publique, c'est une question classique, mais les enjeux changent dans le contexte de la crise climatique. Est-ce que l'État dépense trop? Faut-il réduire les services publics et ou notre protection sociale pour faire face aux enjeux climatiques? Et quel est le rôle de l'action publique face à la crise climatique? Est-ce que l'action publique doit accompagner des solutions de marché ou est-ce qu'elle doit impulser des changements par la planification, la régulation, voire la coercition? Finalement, la question qui se pose, c'est donc quelle action publique pour faire face à la crise climatique? En tout cas, c'est la question à laquelle j'ai essayé de réfléchir dans l'ouvrage que Moub a cité, qui est sorti en avril cette année, qui s'appelle « L'État droit dans le mur », publié chez Fayard, et où il y avait un agenda de 3 grands points. Aujourd'hui, je ne vais avoir le temps de présenter que quelques points, je vais vous dire lesquels. Le bouquin, en gros, il est basé sur 3 axes. J'ai essayé de caractériser la nature de l'action contemporaine dans une perspective historique avec des données françaises qui commencent en 1949. Et j'ai essayé d'avoir une couverture exhaustive de l'action publique qui passe par le budgétaire et le monétaire. Donc, qu'est-ce que fait le Trésor avec ses recettes et ses dépenses et qu'est-ce que fait la Banque de France? Parce que derrière la Banque de France, évidemment, il y a la Banque centrale européenne, mais c'est la Banque de France qui applique la politique monétaire en regardant des données de bilan et des tensions de dette publique. Aujourd'hui, je ne vais parler que financement budgétaire, puisque c'était l'agenda de la réunion. Une troisième caractéristique de cette documentation, c'est que j'ai essayé de distinguer l'action publique à destination des entreprises et des ménages, puisque finalement, tout ça, ce contexte de crise climatique va nous amener à probablement prendre des décisions collectives sur de la redistribution. Et donc, j'ai essayé de regarder les choses dans un aspect secteur institutionnel, les ménages d'un côté et les entreprises de l'autre. Ensuite, je me demande quelles sont les implications dans le contexte actuel et j'essaye de donner des pistes de solutions pour une nouvelle action publique. Donc aujourd'hui, je ne vais parler que de la partie budgétaire. Je vais me concentrer sur les dépenses et sur les aides publiques aux entreprises. Je vais essayer de montrer l'impact carbone de cette partie des dépenses publiques et esquiver quelques solutions, une en particulier. Alors, les principaux messages du livre, en général, c'est que l'État est plus présent aujourd'hui que pendant les 30 Glorieuses. Alors, on s'en doute sur les dépenses publiques, puisque les dépenses publiques représentent une partie plus importante du PIB aujourd'hui qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Un fait qui est un peu plus surprenant, c'est que l'action monétaire, donc l'intervention de la Banque de France aujourd'hui dans l'économie française est beaucoup plus importante finalement que quand elle était le bras financier du plan sous la période de planification. Le deuxième point, c'est que l'action publique au service des entreprises s'est renforcée au cours des 40 dernières années. Ça s'est accéléré au cours des 20 dernières années. Et ce sur quoi j'insiste dans le livre, et que je vais essayer d'expliquer aujourd'hui, c'est que les données n'ont pas pu vraiment en rendre compte et on n'a pas vraiment eu de débat collectif, public, sur cet aspect, cette nouvelle dimension de l'action publique. Et enfin, l'intervention publique en faveur des entreprises finance en majorité des secteurs polluants. Donc, finalement, c'est le dernier, sur le dernier slide de Selma, dans les pistes de financement. L'idée, moi que je retiens, c'est qu'il faut redéployer notamment des dépenses fiscales. Je vais parler beaucoup de ça, mais moi je vois plus que 10 milliards comme potentiel à récupérer. Alors,
D'abord, la question toute bête, c'est combien représentent les aides budgétaires. En fait, on a une partie visible et une partie invisible. Dans la classification internationale qu'on appelle CFAP en français, mais qui est plutôt connue COFOG en anglais, les aides publiques comprennent uniquement les subventions et transferts. C'est ce qu'on appelle, c'est la catégorie Economic Affairs, et c'est toutes les aides publiques qui permettent, qui sont versées aux entreprises et aux ménages sous forme de subventions pour aider à l'investissement, par exemple. Or, les allègements fiscaux et les exonérations de cotisations sociales, tout ça, ça correspond à des recettes fiscales ou sociales qui ne sont pas perçues, parce que ce ne sont pas des... Mais, donc, il ne s'agit pas de dépenses réelles, elles ne sont pas enregistrées en comptabilité nationale. Donc, pour le dire autrement, en fait, la comptabilité nationale inclut les dépenses budgétaires, mais pas les dépenses fiscales. Les dépenses fiscales, c'est tout le manque à gagner lié aux dégrèvements fiscaux ou aux exonérations et qui entraînent un manque à gagner de recettes. Pourtant, elles représentent donc ce manque à gagner et entraînent un arbitrage dans les dépenses et les recettes que je vais essayer d'illustrer plus loin. Donc, ce que j'ai fait pour le livre, avec l'aide d'Ayman Abdel-Salam, qui est un doctorant à Lille, c'est qu'on a ajouté les allègements fiscaux et les exonérations de cotisations sociales aux aides publiques classiques CFAP. En France, la difficulté, c'est que ces informations, elles existent, mais elles figurent dans des rapports budgétaires annuels du Parlement, ce qu'on appelle le PLF, depuis 1979, et dans le PLFSS, donc pour la sécurité sociale, du côté des exonérations sociales, depuis 1995. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a collecté, c'est Ayman qui a collecté à la main au service des archives financières les montants des allègements fiscaux par programme, ligne par ligne, de ce qu'on appelle les niches fiscales, finalement, depuis 1979. Et on a collecté les exonérations sociales dans les PLFSS. C'était plus facile, tout ça, c'était en ligne. Et enfin, ce qui est intéressant, c'est que dans le cas des niches fiscales, donc ce que l'administration appelle dépenses fiscales et ce que les citoyens appellent plutôt niches fiscales, les données sont réparties par bénéficiaires, entreprises et ménages. Alors, du côté des aides publiques visibles, ce qu'on appelle donc les affaires économiques, les subventions et les transferts, finalement, c'est très stable depuis 1949 et ça représente quelque chose autour de 4,5% du PIB en moyenne depuis 1949. Et on est à 3% du PIB pour les ménages, de 2,5% pour les entreprises. Bah, il y a une coquille parce que ça fait 5,5, donc il doit avoir ça doit être plutôt 2 et 2,5. Disons qu'il y en a un petit peu plus pour les ménages et un peu moins pour les entreprises, mais que le message principal, c'est que c'est très stable. Mais sauf que ça, c'est ce qu'on appelle les affaires économiques, c'est la dépense visible. Si on ajoute ce que j'ai proposé d'ajouter, donc c'est les exonérations, tout ce qui est dégrèvement fiscal et exonération sociale, alors les dépenses, l'ensemble va être beaucoup plus important. Alors le graphique commence malheureusement en 79 et pas 49, puisqu'on a les données que en 49, et il y a un petit artefact, c'est que les exonérations sociales ne commencent qu'un petit peu avant 95. Et dans ce graphique, avant de le commenter, je veux juste détailler le fait qu'on a des dépenses classées, des dépenses fiscales classées et des dépenses fiscales déclassées. Les dépenses fiscales classées, c'est-à-dire les niches fiscales classées, c'est des dépenses qui sont toujours considérées comme des dégrèvements. Et les dépenses déclassées, elles sont rentrées dans la norme comptable. Donc en fait, ça n'est plus considéré comme une niche fiscale. Et pourtant, en fait, c'est toujours, ça représente toujours un manque à gagner de recettes. À un moment, le quotient familial était une niche fiscale et ça ne l'est plus. Comme le déclassement d'une dépense fiscale est assez arbitraire, et là je m'appuie sur un bouquin d'une juriste, Weidenfeld, 2014, et pour le coup sur des discussions avec des parlementaires, nous les avons inclus dans l'ensemble, comme le fait d'ailleurs l'administration, puisque dans le PLF, vous avez dépenses fiscales classées, dépenses fiscales déclassées. Au total, si on additionne tout,
Ce qu'on voit depuis 1979, c'est que les dépenses ont considérablement augmenté. En fait, c'est vraiment au cours des 20 dernières années que ça augmente de façon significative. En gros, on double le montant des aides publiques à l'économie marchande quand on prend en compte non pas seulement juste le vert ici, mais tout le reste, l'orange, le bleu et le marron. Donc le message ici, c'est de dire qu'on a une partie, une décision publique de consacrer une grosse partie des ressources publiques qui finalement est passée pas mal sous le radar parce que ça n'est pas ça n'est pas à l'INSEE, c'est pas dans la comptabilité nationale, et puis c'est assez peu discuté finalement au Parlement, faute de données. Alors, la répartition entre les ménages et les entreprises, elle est intéressante parce qu'en fait, si vous distinguez 3 périodes, les aides publiques pour les entreprises, en fait, si vous regardez les aides publiques aux ménages, elles restent stables sur les 3 périodes, elles sont autour de 5% du PIB. Mais si vous regardez les aides publiques aux entreprises, pour l'instant, sans les exonérations sociales, simplement les niches fiscales, on passe de 3,5% du PIB à un peu plus de 6% du PIB. Donc on a une évolution assez significative pour les entreprises et pas au détriment des ménages. Si on ajoute tout maintenant et qu'on met les exonérations sociales en plus, là on ne peut commencer qu'en 95, mais on observe que ça représente à peu près 5% du PIB pour les ménages, 5% du PIB pour les entreprises, et qu'en fait, vraiment, l'accélération, elle est dans la dernière période, depuis une dizaine d'années. Aujourd'hui, en fait, par an, en moyenne, depuis 2010, l'État a consacré 190 milliards d'euros pour aider le secteur des entreprises. Et donc, ça représente à peu près 8,5% du PIB. Alors, est-ce qu'il y a de la cohérence dans tout ça? Il y a quand même eu pas mal de rapports écrits depuis à peu près depuis le début des années 2000. Le premier rapport sur les dépenses fiscales datant du milieu des années 80, mais disons qu'on a la Cour des comptes s'y est intéressée et d'autres parties de l'administration s'y sont intéressées. Et en fait, si on lit les rapports, on retient à peu près toujours le même message qui est que il y en a plein, il y a beaucoup de niches fiscales, c'est un fouillis administratif, c'est très difficile de s'y retrouver, mais vous retenez le message que finalement, il n'y a pas vraiment de cohérence et qu'il y a plus de... Enfin, ça se compte en centaines de niches fiscales. Sauf qu'en fait, il y a un point qui me semble intéressant à noter, c'est que finalement, je vais commencer par le tableau. Là, j'ai simplement regardé quelle était la principale niche fiscale classée et la principale niche fiscale déclassée dans les 3 périodes que j'ai étudiées. Et ensuite, alors vous voyez que par exemple, du côté des niches fiscales classées, ça commence dans les années 80, c'est le régime du forfait collectif agricole. Dans le deuxième, entre 1995 et 2014, c'est le tarif réduit des gazoles non routiers. Et sans surprise, à partir de 2015, c'est le CICE. Finalement, à partir de 2015, les 3 dépenses fiscales qui prennent le plus de place, les 3 premières dépenses fiscales, c'est le CICE, donc le crédit impôt pour la compétitivité et l'emploi, le CIR, crédit d'impôt recherche, et la taxe, la réduction de TVA sur la restauration. Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a beau avoir plusieurs centaines de niches fiscales, si vous regardez la part des 3 premières niches fiscales, elles représentent entre 30% dans les années 80 jusqu'à 50%. En fait, il y a 3 niches fiscales qui expliquent 50% des dépenses fiscales en France. Donc finalement, c'est pas si compliqué. On pourrait, si on voulait, le message politique, c'est qu'en tout cas, on est capable d'identifier où va cet argent et voir ce qu'on en fait. Un deuxième point qui me semble intéressant, c'est que la théorie économique à Guion, notamment, justifie l'intervention publique pour corriger des défaillances de marché. Enfin, ça, c'est pas à Guion, c'est la théorie économique en général.
mais les incitations fiscales pour l'innovation, donc là c'est plutôt à Lyon, agissent sur le problème d'appropriabilité, c'est-à-dire que quand vous innovez, quand vous faites des investissements, que vous êtes une entreprise, vous avez potentiellement du mal à vous approprier les gains de cette innovation. Et ça peut corriger aussi des effets de l'aversion au risque, c'est-à-dire on n'a pas envie de prendre le risque de l'incertitude, ou même des contraintes sur le marché du capital, c'est-à-dire finalement les banques sont moins enclines à donner du crédit pour de l'innovation qui est très incertaine que d'autres types d'investissements. Et donc là, l'intervention publique, elle se justifie parce que ça corrige des défaillances de marché. Or, bien, en fait, le CICE et le CIR correspondent complètement à cet objectif. En revanche, le reste des... donc le CICE, ça marche très bien pour les dépenses classées, CICE, CIR, depuis les années 2000, finalement, 2010. Finalement, on est assez cohérent avec la théorie économique. Avant, c'était peut-être un petit peu plus compliqué à expliquer, le régime du forfait collectif agricole, les tarifs réduits des gazoles non routiers, donc on voit qu'il y a probablement des objectifs politiques. Et là, je m'arrête juste sur la principale dépense déclassée. Donc, je vous rappelle, une dépense fiscale déclassée, c'est une niche fiscale qu'on a considérée que c'est tellement installée dans le contexte fiscal qu'on la remet dans la norme fiscale. Et ça, c'est le régime des sociétés mères et filiales qui nous coûte aujourd'hui 20 milliards par an et qui permet à des entreprises de s'exonérer de l'impôt sur les sociétés, des profits qu'elles auront rapatriés d'une filiale pour éviter la double taxation. Ça a été mis en place dans un contexte notamment européen. Ça coûte 20 milliards par an, c'est déclassé, on le comprend, parce que c'est un contexte européen, ça fait des années qu'on le met en place, sauf qu'en fait, si vous parlez avec des parlementaires, notamment Émilie Cariou, qui est une ex-parlementaire responsable très, très spécialisée sur des questions fiscales, si vous parlez avec des gens qui font vraiment qui mettent les mains dans la décision, c'est un des premières niches qui vous cite sans vraiment avoir conscience que c'est déclassé, c'est celle-ci. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle permet à pas mal d'entreprises de faire de l'évitement fiscal, puisque vous pouvez exonérer une partie de votre profit que vous aurez déclaré dans, par exemple, le Luxembourg, l'Irlande, etc. Ben ça coûte 20 milliards par an. Et pour le coup, c'est plutôt pour répondre à de la concurrence fiscale internationale qu'à corriger des défaillances de marché sur l'innovation. Alors, j'en arrive rapidement au propos finalement d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je me suis intéressée à ça et quelles sont les implications de ces dépenses fiscales dans l'ensemble des aides publiques aux entreprises ? En fait, les estimations d'un budget de transition, Salma vient de nous le dire, se situent entre 60 et 70 milliards d'euros, efforts publics et privés. Le budget vert français dans le dernier PLF représente un peu moins de 40 milliards d'euros, 37. Et ce qui est intéressant, c'est que le reste du budget est estimé neutre dans la classification du gouvernement. Parallèlement, les aides publiques aux entreprises représentent 190 milliards par an depuis 2010, et donc je me suis demandé quelle était l'empreinte carbone de ces aides. Est-ce que c'est vraiment neutre ? Puisque en fait le gouvernement considère que quand on fait un investissement, quand il y a des aides publiques pour favoriser la transition, c'est vert, et tout le reste c'est neutre, sauf quelques exonérations sur des produits du type gazole. Il y a une petite partie brune à laquelle on veut s'attaquer et qui doit représenter à peu près les 10 milliards, mais tout le reste, c'est neutre. Alors, pour essayer d'estimer l'impact carbone des aides publiques, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des données sectorielles uniquement sur les subventions. Pourquoi ? Parce que c'est des dépenses publiques qui sont budgétaires, qui sont à l'INSEE, donc qui peuvent être récupérées dans les comptes nationaux. Et je les ai fusionnés avec les données sectorielles sur l'empreinte carbone et les gaz à effet de serre. Je dis simplement que dans ces subventions, je vous ai dit tout à l'heure, il y a des dépenses budgétaires et des dépenses fiscales. Il y a des dépenses hard, dures, et il y a du manque à gagner. Ce qu'il faut savoir, c'est que
dans les subventions, on inclut le crédit impôt recherche, les crédits d'impôt, et donc il y a une partie du CICE qui est là-dedans. Alors, l'exercice a juste consisté à mettre mes dépenses de public de subvention dans 4 paniers et à distribuer ces paniers en fonction des émissions carbone des secteurs situés dans ces 4 paniers. Donc du panier avec des secteurs économiques les moins carbonés aux secteurs économiques les plus carbonés. Et donc le constat, c'est que les dépenses, les subventions vont essentiellement au secteur carboné et qu'en fait, depuis 1979, la moitié des subventions va au 4e secteur le plus polluant. Est-ce que c'est surprenant? Pas du tout, puisque les subventions publiques et l'aide publique aux entreprises, a priori, elle a suivi la structure de la valeur ajoutée de notre économie. C'est complètement logique d'un point de vue économique, mais il faut probablement aujourd'hui se poser la question de ces aides publiques. Pourquoi? Parce que, en fait, on est en train de donner potentiellement, de dépenser potentiellement une trentaine de milliards pour la transition, un budget vert, mais avec la main gauche, mais avec la main droite, on distribue potentiellement 190 milliards. Alors, il faudrait vraiment faire les calculs de façon précise, mais on distribue une partie des 190 milliards vers des secteurs carbonés. Donc, en fait, on aide à la transition d'un côté, mais nos impôts financent des activités climaticides. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire des aides publiques au secteur polluant? Là, la question, elle est importante, parce que couper toutes ces aides publiques au secteur polluant, en fait, on aurait envie de le faire, mais ce serait contre-productif. En fait, les secteurs bruns, c'est là où on consomme le plus. En fait, notre valeur ajoutée est essentiellement dans les secteurs bruns, parce que notre mode de consommation et notre mode de production est pour l'instant dans les secteurs bruns. Et donc, c'est là où l'impact environnemental marginal est le plus élevé. C'est-à-dire que c'est là où, quand vous investissez, vous pouvez potentiellement, non seulement c'est sale, mais en plus c'est très consommé. Donc, en fait, 1 euro d'investissement dans un secteur brun, potentiellement, a davantage d'impact carbone que 1 euro dans un secteur vert qui est déjà propre. Donc, il y a une littérature qui commence à s'intéresser là-dessus, mais plutôt en finance. Mais en fait, on peut transposer ce raisonnement ici. Et donc, augmenter le coût de l'investissement dans les secteurs bruns risque de réduire les efforts d'investissement et d'être complètement contre-productif. Mais alors, comment est-ce qu'on peut s'assurer que les aides publiques servent aux investissements verts? La seule proposition que je vais évoquer aujourd'hui, c'est de mettre des conditionnalités aux aides publiques, aux entreprises, liées aux investissements de transition de l'année précédente. C'est-à-dire qu'en fait, on peut continuer éventuellement à aider Total. Total, aujourd'hui, consacre 80% de ses investissements aux énergies fossiles, continue à forer. On pourrait mettre en place une modalité, une règle, qui implique que tant qu'il y a de l'investissement dans les énergies fossiles, Total ne peut pas recevoir d'aide publique. Ou on peut aussi mettre en place une modalité, une règle qui est que si ils réduisent de tant de pourcents par an leurs investissements en énergie fossile, alors on leur donne un pourcentage des aides publiques qu'ils avaient au départ. Mais ça, pour le coup, on a besoin d'une délibération collective pour mettre en place ça. Et puis surtout, on a besoin de données. Et en fait, les investissements de transition de l'année précédente, pour l'instant, c'est assez compliqué de les avoir. En fait, les investissements, il me semble, ne sont pas fléchés de cette façon. On n'a pas les données exactes pour faire ça. Alors, ma conclusion, c'est que les aides publiques aux entreprises pourraient bien constituer une catégorie de politique publique non assumée, c'est-à-dire vu les montants et la concentration en fait des aides publiques sur quelques niches, ça pourrait bien être devenu une catégorie de politique publique, mais non assumée, non discutée. L'augmentation des montants a nécessité des arbitrages budgétaires qui ont échappé au débat public, du fait qu'on n'ait pas de données. Et là, alors j'ai mis en annexe les arbitrages budgétaires. S'il y a des questions, je pourrais montrer des choses sur comment est-ce que ça a été financé.
En l'état, les aides publiques bénéficient aux secteurs les plus polluants, ce qui neutralise largement les effets des dépenses publiques de transition. Une solution serait d'imposer des conditionnalités portant sur les efforts d'investissement de transition. Et ce que révèlent les données pour l'instant, c'est qu'elles sont très concentrées. Donc, ce qu'il faudrait, c'est savoir si elles sont très concentrées sur quelques entreprises françaises. Comment identifier les plus gros bénéficiaires et voir quel serait l'impact de réduire ces aides publiques ou de mettre une règle sur une conditionnalité sur les efforts d'investissement de transition. Merci beaucoup, Anne-Laure. On va passer à la discussion. Antoine Bozo, tu commences. Oui, donc bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation à ce séminaire et puis qui m'a donné l'occasion de lire le rapport de Selma Mahfouz et Jean-Pierre Ferry, de lire en entier et aussi de lire en entier le livre d'Anne-Laure. Donc c'était très utile pour moi de me pencher, de passer en détail sur ces contributions. Alors, je vais commencer par le rapport. C'est d'abord dire que c'est un travail très important qui était absolument nécessaire. On peut même se demander pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt, mais en tout cas, c'est essentiel d'arriver à avoir des éléments de chiffrage, des ordres de grandeur, des enjeux macroéconomiques, des investissements nécessaires, des instruments publics et privés pour arriver à cadrer la discussion, le débat public sur les orientations des finances publiques pour dire ce qu'on a besoin. Souvent, ça reste toujours un peu éthéré ou trop vague. Là, on a au moins des chiffrages, on peut en discuter les éléments, mais ça donne des horizons assez clairs. L'autre point que je trouve assez bien, c'est l'insistance sur l'horizon 2030. 2030, c'est dans pas très longtemps, et ça donne la mesure de l'effort à fournir sur un horizon très court. Et la mesure des débats publics, politiques, pour arriver à, je ne dis pas un consensus, mais arriver à trouver une majorité pour ces efforts qui seront très importants. Donc ça, pour moi, c'est un point essentiel d'arriver à mettre ça sur la table. Une des choses auxquelles j'ai trouvé aussi très intéressante sur les mécanismes économiques possibles, en fait, dans cette phase de transition, et notamment quelque chose que je n'avais pas du tout, moi, ni en tête, ni compris, c'était le fait que ça allait demander beaucoup de capital. Et contrairement peut-être à une fausse intuition, la transition va demander un effort considérable du capital pour remplacer finalement les énergies fossiles par du capital. Et donc, ça va avoir des impacts assez considérables sur la demande de capital, comment arriver à l'utilisation. Enfin, c'est quelque chose de majeur, et ça, c'est quelque chose qui apparaît très clairement dans le rapport, et on comprend bien ici, qu'on l'a compris dans les rapports thématiques sur le sujet. Alors, dans les réflexions plutôt sur les finances publiques, la discussion est très intéressante. On voit bien que, donc on dit, il y a la part qu'on pourrait réallouer. Ça à peu près une sorte de consensus, de dire, bon, d'une certaine façon, je suis assez d'accord avec Anne-Laure, c'est-à-dire qu'au-delà même, le rapport dit lui-même que, en fait, la partie vraiment dépenses brunes, elle est très limitée, même dans sa mesure, qu'il y a d'autres choses, on pourrait penser, y compris, si on faisait l'ensemble de la fiscalité des dépenses qui ont des incidences, finalement, d'aller vers des émissions carbone et comment on peut la réorienter pour arriver, on a probablement plus de marge de manœuvre que simplement les 10 milliards alloués, mais il n'en reste pas moins qu'il paraît très clair que ça ne sera pas suffisant. Donc, ça veut dire qu'il va falloir soit substituer à d'autres dépenses publiques, soit augmenter les prélèvements obligatoires, soit augmenter la dette. Alors, aucune de ces propositions, toute seule, au vu du débat public tel qu'on l'observe, ne va être ni populaire, ni être capable d'obtenir une majorité. Alors, on peut dire, quelle est l'option la plus populaire? La dette. C'est ce que, d'une certaine façon, la façon on peut dire. Alors, on repoussera plus tard, s'il y a un investissement, c'est transitoire, les arguments sont très forts. Là, on est passé de 2007, en 2007, on avait 64% du PIB de dette, on est passé à 112% en 2022, et on
On est plutôt en discussion aujourd'hui, la remontée des taux d'intérêt, de dire est-ce que le coût du service de la dette va augmenter, dans quelle mesure il faut consolider. Donc, on voit bien qu'on ne pourra pas à la fois consolider, c'est-à-dire faire une réduction de la dette en pourcentage du PIB, et augmenter considérablement la dette en pourcentage du PIB. Donc là, il y a vraiment... Donc si ça veut dire qu'on ne peut pas le faire, et je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire, je dis qu'on va avoir des discussions très sérieuses, et ces discussions sérieuses seront amenées aussi par le coût du service de la dette, qui a été historiquement très faible ces dernières années, mais qui est en train de remonter très très vite. On va être obligé de poser des questions, et du coup, les prélèvements obligatoires. Donc, les prélèvements obligatoires, sous une base qui peut être en train d'être réduite, comment les faire augmenter? On ne voit pas comment on pourrait pas, vu les investissements nécessaires, d'avoir une augmentation en partie, comment, quel type de fiscalité, quel lien d'impôt, comment les faire reposer. Je pense qu'il y a des questions qui vont, de la macro, vont arriver à des points très précis de design des politiques publiques pour arriver à en faire quelque chose qui soit efficace. Mais on voit la lecture du rapport, j'ai trouvé très intéressant, j'ai appris plein de choses, et en même temps, en finissant le rapport, une sorte ce qu'on a à faire est considérable, et on n'a pas eu une expérience passée d'être capable, collectivement, en France, de faire face à de tels enjeux et d'y arriver. Et je dis collectivement, politiquement, d'arriver à se parler, de faire un consensus, de se mettre d'accord pour au moins faire avancer dans cette direction, au vu dans un calendrier très contraint d'un effort qui est considérable. Le point général qui est après à la lecture de ce rapport, une fois qu'on a mis ce cadre-là, c'est que ça ne suffira pas, alors c'est peut-être moi là comme chercheur, où on travaille plutôt sur des choses plutôt de politique publique plus précises, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire voilà, on veut 10 milliards pour la rénovation énergétique. C'est-à-dire qu'on a vu que quand on a mis en place tout un type de dispositifs qui n'ont pas eu les effets attendus, pourquoi? Parce que, par exemple, si vous voulez mettre en place des incitations fiscales à la rénovation énergétique, il vous faut un marché du travail avec des personnes formées, de l'offre qui suivent, organisée, régulée, qui permettent d'aider aux propriétaires occupants ou aux décisionnaires de trouver des entreprises qui sont capables de réaliser ces investissements. Les coûts, comment... Donc, ça demande en fait une traduction d'une multiple façon de politique publique qui doivent être bien pensées. Et marché du travail, un rapport thématique sur le marché du travail qui me semble très important aussi, parce que pourquoi il va falloir, si on va faire la réorientation qu'on appelle de nos voeux, eh ben, va de dire qu'il y a des secteurs qui devront perdre des emplois, considérables emplois, qui sont aujourd'hui emploient beaucoup de personnes qui ont une faible qualification et qui devront être reformées, basculées. Et tout cela va demander, là encore, des politiques publiques très importantes. J'enchaîne sur le livre d'Anne-Laure, dont la partie, alors il y a une partie qui est commune sur la question, la mesure justement de l'intensité carbone des secteurs et des dépenses publiques. Là, c'est la partie où j'étais assez d'accord, et même pour aller plus loin, c'est-à-dire que de cette façon, on a des travaux en cours, par exemple à l'IPP, où on cherche à mesurer au niveau individuel des entreprises leurs émissions carbone, et donc de regarder l'ensemble de la fiscalité ou l'ensemble des dépenses publiques, dans quelle mesure elles ont un impact qui n'est pas besoin d'être direct. Ce qui est vert ou brun n'est pas juste ce qu'on peut qualifier vraiment comme une subvention. Ça peut être simplement des choses qui sont justement indirectes sur la forme que prend notre fiscalité. Le point où j'étais le moins convaincu, qui est quand même une partie du fil de lecture du livre, en particulier sur les premiers chapitres, c'est le découpage entre entreprises et ménages, où souvent à la fin de chaque décomposition, tu en viens à conclure, bah voilà, si ça favorisait les entreprises, du coup, voilà, néolibéral, longuement pèlerin. Alors que là, tous les travaux moi, que j'ai pu faire, c'est qu'en fait, quand on fait des exonérations sur les entreprises ou sur les ménages, il y a plein de choses qui se passent d'incidence fiscale, et on peut avoir des choses qui sont contre-intuitives par rapport à dire on a favorisé les entreprises ou pas. Par exemple, les exonérations de cotisations sociales, c'est une chose auquel j'ai beaucoup travaillé. Les exonérations de cotisations sociales sur les bas salaires, puis même voilà, sur la subvention d'entreprise au marché, ça a été une des politiques en réalité les plus redistributives qu'on a fait ces 30 dernières années. On est passé d'un barème qui était régressif, très important des cotisations sociales, un barème progressif. On a pu montrer avec des travaux avec Thomas Breda et Malcolm Guyot que en fait, ça a contribué à la réduction des inégalités salariales entre, en particulier, le bas et le milieu de la distribution.
voilà, les classer comme ça en disant « Ah, réduction aux entreprises, ce sont des cadeaux, c'est une fois au marché », ça me semble être un contresens au vu même de l'objectif que tu poursuis dans le livre. Et c'est pour ça que moi, la réaction générale, c'est, voilà, au-delà de l'approche macro et sectorielle, il faut qu'on le regarde collectivement très précisément pour chaque type de politique publique et d'intervention, quelles sont les conséquences à la fois en termes d'efficacité au vu de l'objectif poursuivi et en termes redistributifs, qui est touché, qui en bénéficie. Et c'est comme ça que je pense qu'on fera les progrès nécessaires. Merci beaucoup, Antoine, pour cette discussion très précise. Philippe. Merci. Philippe Devaille. Bon, alors à mon tour, je vous remercie alors, et puis Selma d'être ici, et puis Antoine d'être venu aussi pour discuter ces travaux. Moi, comme Moub l'a rappelé, c'est en découvrant le livre d'Aldor que je me suis dit, mais quand même, il faut qu'on fasse quelque chose, quoi. Qu'on parle, que ça soit comme ça, et puis, donc du coup, après, on s'est dit que ce serait bien qu'il y ait aussi un contrepoint, avec notamment le rapport Pisani-Mahfouz qui est sorti, et qui, du coup, est apparu en fait un peu complémentaire. Hein. Pour moi, les deux travaux qui sont présentés ici sont réellement complètement complémentaires. Parce que d'un côté, on a le rapport qui donne une feuille de route sur ce qui très documentée, très argumentée, très rigoureuse, très sérieusement faite. Enfin, vraiment, j'ai lu ce rapport avec énormément d'intérêt. Et je trouve que ça doit être une lecture obligatoire pour beaucoup de monde. Donc on a la feuille de route, et moi je trouve que quand on lit le rapport, on sort assez optimiste, parce que finalement, moi je trouve que les montants qui sont évoqués ne sont pas déraisonnables, hein. Même si je dirais un petit mot à main, il y a quand même quelques limites aussi, je dirais un petit mot un peu plus tard, mais en fait on dit, bon voilà, en fait si j'ai bien lu, hein, en fait il faut, il y a un effort requis d'ici 2040, hein, c'est le dernier graphique que tu as présenté, c'est le bas de 2,5 points de PIB par an en termes de 2,5 points de PIB, ça paraît beaucoup comme ça, mais après on lit le livre d'Aldor, j'ai plutôt fait dans l'autre sens, mais bon, hein, on lit le livre d'Aldor, et puis là on découvre que, bah oui, en fait les subventions, les exonérations, les crédits d'impôt, les niches fiscales, tout ça représente 13 points de PIB. Bon, voilà. Et 13 points de PIB, donc, alors effectivement, je suis d'accord, hein, le découpage entre entreprises, ménages, etc., c'est pas totalement évident. Mais enfin, il y a quand même 8 qui seraient plutôt en faveur des entreprises, 5 sont plutôt en faveur des ménages, même si encore en l'occurrence, il y a des niches qui profitent aux ménages, donc on se dit que... Enfin, bon, bref. Donc entre 13 points de PIB, de subventions, d'exonération, de niches fiscales, etc., de dépenses fiscales, dont on peut se poser la question de savoir si c'est vraiment très efficace. On a quand même un déficit commercial qui est extrêmement important, un service public de l'éducation qui n'est quand même pas très en forme, des hôpitaux publics qui sont à la ramasse, une défense dont on découvre subitement qu'elle n'est pas capable d'aligner quelques dizaines de chars ou quelques avions, etc., pour venir en aide aux Russes. Et je pourrais continuer la liste assez longtemps. Donc, je dis, mais là, c'est Macron, on pense à tout ce pognon de dingue qu'on dépense, et tout ça, c'est très peu efficace. Mais le pognon de dingue, contrairement à ce que le gouvernement voudrait nous faire croire, il n'est pas dépensé en faveur des assurés sociaux. Il est plutôt dépensé en faveur du secteur productif. Je trouve que c'est un grand mérite du travail d'Aldor, c'est de montrer ça. Alors évidemment, quand on lit ça, on dit la tentation, c'est de se dire, non, il faudrait réduire les niches, et puis les autres crédits d'impôt peu efficaces, qui en plus entretiennent les inégalités. Donc évidemment, pour ce qui nous concerne, nous, dans la recherche, il y a le crédit impôt recherche, 8 milliards par an, 2 fois de CNRS. Le budget total du CNRS, c'est 3,5 milliards. Bon, c'est pas d'une très grande efficacité. Il y a des rapports qui sont parus là-dessus qui montrent que c'est quand même pas absolument très efficace. 40% du crédit impôt recherche va au secteur des services. Bon,
il y a le crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile, par exemple, les dépenses fiscales liées aux transmissions de capital de sociétés lors d'un héritage, qui représentent beaucoup d'argent, et puis le régime société mère filiale, etc. Mais, alors c'est là, évidemment, le truc, on dit, bon, on a qu'à couper dans tout ça, et puis bon. Sauf que, le problème, c'est quand même plus compliqué que ça. Parce que le problème, c'est qu'on ne va pas supposer que la base taxable resterait identique si l'État décidait d'engager une politique massive, quand même, de réduction des avantages fiscaux qui sont attribués à telle ou telle entreprise, etc. Donc, on peut aussi se dire que la décarbonation a possiblement quand même des effets qui ne sont pas anticipés et qui pourraient venir modifier la base, etc. Alors, je trouve qu'un des grands rapports, un des grands mérites du rapport Pisani-Mahfouz, c'est quand même d'offrir un éclairage aussi sur les conséquences macro de ce processus. Hein, c'est vraiment très intéressant. Il y a des choses que tu n'as pas eu le temps d'évoquer, mais c'est quelque chose qui est en plein dans l'actualité aujourd'hui, qui est de savoir est-ce qu'il faudrait pas réévaluer la cible de l'inflation, etc. Donc, c'est vraiment des choses qui sont très importantes et très riches et qui amènent à beaucoup de réflexions. Alors moi, sur le rapport, j'ai quelques petites questions. Il y a une chose qui, moi, m'a un petit peu gêné, et j'aimerais avoir un petit éclaircissement là-dessus, c'est le scénario de base, c'est un scénario dit sans dommage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce que l'été, et c'est ça qui est effrayant avec le réchauffement climatique, c'est que, évidemment, vous n'auriez peut-être pas écrit ça si vous aviez écrit le rapport en septembre, vous l'avez écrit au début de l'année, et entre les temps, l'été est passé. L'été est passé, on a vu qu'il y avait beaucoup de dommages, quand même, hein, particulièrement en France, etc. Et encore, on a eu un été sans incendie de forêt, ce qui est quand même assez remarquable. Donc, sans dommages, je pense que quelque part, c'est potentiellement embêtant si je comprends bien ce que ça veut dire, parce que ce que ça implique, de mon point de vue, si j'ai bien compris, c'est qu'en fait, on ne tient pas compte et tu l'as dit d'ailleurs, hein, c'est pas dans le cadre du rapport, mais on ne tient pas compte des coûts de l'adaptation au réchauffement climatique, qui eux risquent malheureusement d'être considérables. Évidemment, le problème c'est que plus on tarde, plus les coûts d'adaptation sont élevés. Bon. Après, il y a une autre chose qui m'intéresse, j'aimerais bien avoir un éclaircissement là-dessus. En plus, c'est ça, tous les journalistes, etc., se sont saisis, et c'est la seule chose à peu près sur laquelle le gouvernement a agi, c'est la fameuse taxation des patrimoines financiers. Alors, si j'ai bien compris, ce qui est question, c'est de prélever 150 milliards d'euros sur 30 ans. C'est pas 150 milliards d'euros chaque année pendant 30 ans, c'est 150 milliards d'euros au total, si j'ai bien compris. Bon, et alors là, je vais prendre mon ton, parce que 150 milliards d'euros sur 30 ans, la base, le tax tab qui est évoqué dans le rapport, c'est 3 000 milliards, ça fait 0,17% de la base taxée chaque année. Réflexe, alors si tu me dis, si j'ai raison, hein, réflexe pavlovien du président, ah non, surtout pas, augmenter, non. Il prend mon temps. Franchement. Philippe, merci de ta discussion très vivante et très précise aussi. Alors, on a des questions, j'ai une question à vous poser, si j'ai le temps je la poserai, sinon on laisse la parole à Florence pour restituer les questions des participants dans le fil de conversation et comme ça vous pourrez répondre à la fois aux discutants et aux questions pour ne pas les esquiver. Merci Monsieur le Président. Alors peut-être commencer par les questions de précision aux deux intervenants. D'abord à l'attention de Madame Massy concernant votre graphique sur l'évolution du mix énergétique tel qu'elle est anticipée, vous avez présenté en slide 4. On me demande quelle est la source des calculs et également si le mix évolue dans le bon sens en termes de structure, qu'en est-il de l'évolution des volumes? Donc ça, je vous laisse peut-être. Je vais répondre après. Ah bon. Je vais poser des questions parce que je préfère le laisser. D'accord. Elles ont l'habitude de... Ok, très bien. Okay.
J'enchaîne. Il y avait une petite question de précision, je crois que c'est écrit en bas du graphique, et celui sur le tableau des investissements annuels supplémentaires à 2030, sur pourquoi il y avait une baisse de l'équipement des ménages en véhicules électriques à -8. Et une question sur le fait, sur les taxes. Est-ce que vous avez intégré les taxes carbone dans vos calculs de taxes avec une assiette en fonction des émissions des agents? Et puis une question plus globale, s'agissant de cette première intervention, c'est l'impact, ça a été évoqué déjà, de la hausse des taux d'intérêt. Eh bien, est-ce que ça ne vient pas justement remettre en question la hausse de la dette publique et quel niveau d'endettement est encore supportable aujourd'hui dans ce contexte? Est-ce que je fais les deux parcellations? Je fais tout là. Tu fais tout. Elles ont une capacité. Alors, très bien. Donc, pour Madame Delatte, alors, une question assez pointue que je vais rejoindre du coup. L'augmentation des aides aux entreprises est-elle un transfert des contribuables vers des travailleurs non qualifiés pour financer le SMIC? C'est-à-dire, autrement dit, est-ce que c'est un équilibre? Est-ce qu'on serait dans un équilibre d'aide important pour maintenir la compétitivité des entreprises dans un contexte de salaire minimum assez généreux? Voilà, il y a aussi une question de clarification sur ce que vous avez pu évoquer concernant la conditionnalité par rapport à l'exemple de Total. En fait, quand vous évoquez le fait de... On demande si ce n'est pas équivalent finalement à couper les aides et quelle est la différence, puisque quand vous parlez d'arrêter les forages, s'il n'y a pas d'évolution concernant les investissements dans les énergies fossiles. Donc, quelle est la différence finalement entre le fait de tout simplement couper les aides à Total et cette conditionnalité que vous évoquiez? Une question sur la conditionnalité également liée cette fois au secteur brun. Donc, si on diminue les aides publiques au secteur brun en mettant en place ces préconisations, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un impact négatif sur le PIB et donc de fait une diminution de la capacité d'intervention budgétaire de l'État? Et puis, c'est juste un commentaire vis-à-vis de la prise de parole de M. Bozio, qui dit, si j'ai bien compris, les aides aux entreprises servent en partie à réduire les inégalités salariales et non pas, comme on aurait pu l'imaginer, à enrichir des actionnaires fortunés. Connaît-on l'ampleur de cet effet redistributif peu connu des aides aux entreprises? N'est-ce pas un effet très marginal? Voilà, je passe sur le reste. Oui, je pense que ça ira. Donc je repasse la parole à Selma pour répondre à toutes ces questions, ou à certaines, comme elle le souhaite. Et ensuite à Anne-Laure, et on pourra éventuellement nous poser une autre question si on a le temps, mais on peut prendre un quart d'heure de plus. On a le temps. Ben non, oui, on a encore un quart d'heure. En fait. J'étais en train de regarder donc Antoine de voir ce qui était des questions. Non, mais je pense que ce que tu as décrit du raisonnement, c'est-à-dire le besoin de capital qui ne se finance pas de lui-même, etc., et puis l'équation compliquée et l'arithmétique têtue des finances publiques, comme on disait à Bercy, c'est comme ça qu'on arrive à une hausse des prélèvements obligatoires. Enfin, je pense à ton raisonnement, c'est exactement celui qu'on a suivi, de se dire le first best, évidemment, de redéployer les dépenses brunes, qu'elles soient fiscales ou budgétaires. Et il y a bien plus que 10 milliards, on le dit très clairement. L'exemple qu'on prend en général, c'est l'exonération du kérosène. Le fait que c'est pas compté ni comme une dépense fiscale classée, déclassée, c'est juste... donc il y a de la marge, mais c'est pas simple, et à horizon 2030, on voit bien, il y a un petit pas dans le PLF 2024 qui va être développé, mais c'est pas simple. Et donc on en arrive à une hausse des prélèvements obligatoires. Bon, après, je me disais en t'entendant, si on repartait d'une page blanche aujourd'hui, mais c'est jamais comme ça que ça se passe, on sait bien. Peut-être que dans les périodes après la guerre, enfin, on en revient toujours à la même chose, c'est-à-dire qu'on ne sait pas revoir nos priorités tant qu'on n'est pas dans des crises aiguës. Alors peut-être que ça rebondit avec la question de Philippe, qui est
d'une certaine façon, moi enfin, pareil, j'ai eu un peu le même sentiment. Par moment, on se dit, bon, bah, finalement, 2 points de PIB par an, c'est pas non plus 15 points de PIB. Je veux dire, c'est de l'investissement, 1 point de PIB pour le public, etc. C'est pas, on a de la marge, comme tu l'as dit, et puis toutes ces dépenses sont pas toutes efficaces. On le sait, il y a des évaluations que tu as citées, comme les crédits de recherche, par exemple. Et en même temps, on voit bien qu'on a une difficulté considérable à se mobiliser collectivement pour faire la transformation nécessaire. Donc, tu disais, si on avait écrit... Alors, sur ta question, le scénario sans dommage, sans action ni dommage. Oui, le scénario de référence, on assume et on explique au début qu'on a choisi collectivement un scénario de référence sans action climatique et sans dommage. Ça peut paraître paradoxal parce que si on n'agit pas, on va avoir des dommages plus importants que si on agit. Et puis même si on agit, de toute façon, il y a des dommages. Mais j'y reviendrai. La raison pour laquelle on a fait comme ça, c'est qu'il nous semblait vraiment important de mesurer l'impact des mesures d'atténuation. Toute chose égale par ailleurs. Après, effectivement, il y a un autre travail à faire. On a commencé à le faire, mais on voit bien qu'on est très loin du compte, qui est de valoriser, enfin de chiffrer le coût des dommages et le coût d'adaptation, parce qu'on va l'avoir quoi qu'il en soit. Donc on a commencé à débroussailler, enfin c'est Xavier Timbaud qui, dans le rapport thématique sur ce sujet, a commencé avec les journaux forcés, etc., à débroussailler ça. Et on voit bien que on ne sait pas, enfin, les montants qui sont avancés sont complètement trop faible à ce stade. Donc là-dessus, il y a des travaux, je pense, des travaux à mener de façon évidente. Mais regardez l'impact de l'atténuation de cet effort collectif qu'on fait pour réduire les émissions par rapport à un monde où finalement la France pourrait se dire, ou les Français pourraient se dire, mais on fait 1% des émissions, pourquoi on en met pour tout ça? Donc voilà, c'est aussi dire oui, ça a un coût. On explique pourquoi c'est nécessaire de le faire, même si on représente 1% des émissions. Il y a toute cette première partie qui remet tout ça en perspective. Mais voilà, donc c'est la raison pour laquelle on regarde par rapport à un scénario sans action ni dommage. Mais par ailleurs, oui, il y a un travail à faire sur les dommages et le coût d'adaptation. Alors, sur la taxation des patrimoines financiers, c'est une note de bas de page dans le rapport, je tiens à le signaler quand même, réellement. Bon, l'important, le point, je pense, qu'on voulait faire, c'était de dire il y a une hausse des prélèvements obligatoires nécessaires. C'est pas la peine de. Enfin, probablement, on n'y échappera pas d'une façon ou d'une autre, même si on. C'est pas le sens baisse, comme je l'ai dit. Et dans ce cas-là, compte tenu des enjeux d'équité, quels sont les bons candidats? Donc c'est plus une façon de dire, il y a à la fois probablement une soupape à trouver du côté des prélèvements obligatoires, comme l'a dit Antoine, et des enjeux d'équité qui font que le patrimoine financier peut être... Voilà. Après, ce n'est pas une mesure qu'on a instruite. C'est vrai que, alors, on dit que ça peut être étalé sur un an, mais c'est one-off. C'est vraiment, on prend le patrimoine financier à un moment donné, on dit ça fait tant, et après vous pouvez le payer sur 30 ans, et effectivement ça fait vraiment pas grand chose si c'est étalé, quoi. Et c'est one-off, donc c'est pas un ISF vert, donc ça n'aura pas d'effet des incitatifs, parce que c'est vraiment. Après, en réalité, si on veut instruire la mesure vraiment, il y a tout un travail à faire qu'on n'a pas fait, on assume de. Donc, voilà. Voilà là-dessus. Alors sur les questions de précision. Donc sur l'évolution du mix énergétique sur très longue période, c'est des données qui sont issues de l'ouvrage de Václav Smil, qui est un spécialiste de ces questions. Donc la référence est dans le rapport, mais c'est Václav Smil. Et voilà. Sur l'évolution des volumes, je ne suis pas sûre d'avoir compris ce que vous aviez en tête, hein, parce que ce que ça représente, c'est bien ça, c'est la part des différentes énergies dans l'offre mondiale d'énergie. Donc c'est l'évolution des... Alors, c'est en pourcent du total. Si c'est... oui, évidemment, entre-temps, on a consommé aussi plus d'énergie. Si c'est ça le point, c'est vrai. Alors, pourquoi est-ce qu'on a un investissement négatif sur le véhicule électrique? Donc ça, on l'explique dans le rapport aussi. Donc alors, ce qu'on compte à chaque fois, c'est le surcoût de remplacer
une chaudière au fioul par une pompe à chaleur qui est plus chère, donc ça c'est positif. Pour les véhicules électriques, on fait des hypothèses dans le scénario de référence de montée en charge des véhicules électriques modérés, de montée en charge plus forte dans le scénario de transition. Les véhicules électriques sont plus chers, mais dans le scénario de transition, on a aussi une hypothèse de baisse par rapport, enfin de moindre augmentation des immatriculations totales. Donc les gens achètent moins de véhicules au total, elles sont plus souvent électriques, donc ça coûte plus cher, mais au total, les achats chaque année de véhicules électriques plus thermiques baissent, donc l'investissement est négatif, d'où ce moins 8 qu'il y a dans le tableau. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais enfin c'est lié à l'hypothèse qu'on a pris des travaux sur la SNBC de moindre augmentation du nombre d'immatriculations totales dans le scénario où on fait la transition que dans le scénario où on ne la fait pas parce qu'il y a plus de report modal, moins de mobilité, etc. On peut faire une autre hypothèse dans le rapport, on donne l'impact voilà, on détaille tout, donc on peut faire des hypothèses alternatives. Voilà. Sur les taxes, y compris taxes carbone, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais on intègre les taxes carbone existantes hein, dans toutes les analyses. Et ensuite, impact de la hausse des taux d'intérêt sur la dette, oui, mais c'est ce qu'a dit Antoine Bouzeux, c'est clair que nous, on a raisonné là dans les graphiques à taux d'intérêt constant. Donc on n'a pas de rétroaction de la hausse de la dette sur les taux d'intérêt dans les suffrages qui ont été faits, ce qui est une limite. Mais bon, déjà une dette qui augmente vite. Et donc, on pourrait avoir quelque chose de plus dramatique encore sur la dette si on avait une rétroaction sur le taux d'intérêt. Merci beaucoup. Excuse-moi. Alors. Oui, merci beaucoup pour cette discussion et ces questions. Alors, je vais répondre en premier aux commentaires d'Antoine qui dit que c'est un contresens les ménages et les entreprises. Plutôt, je vais essayer de défendre ce que j'ai essayé de faire. En fait, l'idée, tu as tout à fait raison. Si le discours, c'est de dire quand on dépense pour les entreprises, l'incidence, elle est que pour les entreprises, et quand on dépense pour les ménages, l'incidence n'est que pour les ménages, c'est effectivement un contresens. Et ce n'était pas du tout l'objectif. L'idée, c'est plutôt de se dire, en fait, si on regarde sur 70 ans, on a une intervention publique qui va faire des efforts, plus dans un sens à un moment et plus dans l'autre à un autre moment. Et l'idée, c'est que dans les années... Enfin, l'idée, c'est que l'intervention publique, elle est justifiée sur le marché. Les aides publiques sont justifiées, les aides publiques aux entreprises sont justifiées pour corriger des défaillances de marché. Donc, en gros, l'État est là pour se mettre au service du marché et dire, voilà, normalement, ça devrait, c'est là qu'on fait la meilleure allocation des ressources, mais il y a des défaillances, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, et donc je vais intervenir pour corriger ces défaillances. C'est vraiment cette philosophie qui s'installe dans les années 80, disons, et qui va justifier pas mal d'interventions. Et c'est ça que j'ai essayé de juste mettre en évidence, c'est-à-dire qu'en fait, on voit dans les chiffres, tout simplement qu'une partie du budget de la dépense publique va davantage aux entreprises que 30 ans avant. Donc c'est vraiment documenter cette idée qui est enseignée à l'université. Après, je pense qu'il y a trois vertus quand même d'avoir fait ce ménage entreprise, qui est effectivement pas parfait, mais je vais te donner les trois vertus. La première, d'abord, c'est que, alors, je ne défends pas du tout l'idée qu'il faudrait avoir plus d'aide publique aux ménages que ce qu'on a aujourd'hui, puisqu'en fait, une grosse partie des aides aux ménages, elles sont, c'est très anti-redistributif. En réalité, les exonérations, la principale exonération fiscale pour les ménages, c'est de l'aide à domicile. Et donc, de l'aide à domicile, a priori, même si c'est un crédit d'impôt, l'aide à domicile, a priori, il faut déjà avoir un certain revenu pour le faire. Et alors là, il y a vraiment plein de... c'est pour donner un exemple concret, mais on a documenté ça.
en règle générale, tout ce qui est exonération, c'était absolument pas redistributif. Donc, ça, c'était le premier point. Mais une vertu, à mon avis, d'avoir fait cette distinction-là, c'est de dire, en fait, puisque ça a augmenté, interrogeons l'efficacité de cette politique publique. Et elle n'est pas faite systématiquement, même si l'IPP y contribue largement. Enfin, vraiment, le boulot de l'IPP, c'est justement de faire de l'évaluation des politiques publiques. Et vous avez fait un travail énorme sur le CICE, enfin, sur un certain nombre de mesures qui ont coûté très cher. Mais ça ne va pas assez loin. En fait, ce n'est pas une question qu'on se pose systématiquement. Pour revenir sur les exonérations sociales, évidemment, la littérature, elle conclut que les exonérations sociales sont bonnes pour les bas salaires. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, si je ne me trompe pas, 90% des salaires sont soumis à des exonérations fiscales. Donc en fait, on n'est pas du tout en fait, les 9 premiers déciles des salaires ont des exonérations fiscales, sociales, pardon. Donc ça veut dire qu'on ne sait pas tant que ça poser l'efficacité, la question de l'efficacité jusqu'au bout. Si on admet qu'on a des bonnes exonérations sociales sur les bas salaires, restons-en là. Donc voilà, le régime Murphy, c'est pareil, quelle efficacité en fait, ça nous coûte 20 milliards par an, il faudrait interroger l'efficacité. Sur le CICE, vous avez largement fait le travail. Et le troisième, à mon avis, la troisième vertu de se poser des questions, de distinguer ces aides publiques aux entreprises du reste, en fait, c'est de se dire qu'il y a eu des arbitrages budgétaires. Donc j'avais préparé quelques slides à la fin, mais je vais vous donner juste les éléments. En fait, si on a augmenté ces aides publiques aux entreprises, à un moment, il a fallu les financer. Et en fait, la façon dont on a financé ça, on a baissé d'autres dépenses. Et notamment la plus grosse dépense, c'était dans les services généraux de l'administration. Ça, c'est un point. En fait, on a dû augmenter les impôts, mais on n'a pas augmenté les impôts des entreprises. De fait, puisqu'on a mis pas mal d'exonérations, on a augmenté légèrement les impôts des ménages. Enfin, pas légèrement, en fait, on a augmenté un peu l'impôt des ménages. Et on a surtout un élément intéressant, il me semble, c'est qu'on a ralenti les efforts de réduction du déficit. Et en fait, on a divisé par 3 les efforts de réduction des déficits depuis qu'on a enfin, si on partage la période en 2 et qu'on a vraiment une distinction, on a une rupture sur les dépenses publiques pour les entreprises, on se rend compte, si on fait une petite analyse toute bête de comptabilité, de distribution de comptable, qu'il y a ces 3 éléments-là. Et donc, il me semble que voilà, la question, elle n'est pas de se dire l'incidence, il faut absolument se poser cette question-là. Il me semble qu'il y a une vertu, voilà, sur c'est quoi l'efficacité et combien ça coûte, comment c'est financé. Surtout dans le contexte de la crise climatique, où on a besoin de ressources. Ça, c'était ma réponse la plus longue. Maintenant, je vais répondre très rapidement. Il me semble que j'ai eu 3 questions. Ah oui, alors en fait, c'est intéressant parce qu'il y a quelqu'un qui dit mais alors finalement, est-ce qu'on n'a pas fait des exonérations fiscales est-ce qu'on ne sait pas un transfert des contribuables pour financer cette politique très généreuse de salaire minimum? Oui, c'est une des raisons. Enfin, il me semble que c'est comme ça qu'on a justifié les choses. Effectivement, en gros, on a un salaire minimum généreux ou pas, mais qui nous pose des problèmes de compétitivité. Et donc, c'est la raison pour laquelle, quand on fait des exonérations sur les bas salaires, ça nous permet d'être un peu plus compétitifs. C'est comme ça qu'on l'a justifié. Il faut encore poser la question de l'efficacité. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, l'exemple sur les exonérations sociales dit oui, mais jusqu'à un certain point, et il faut poser cette question d'efficacité systématiquement. La différence entre la conditionnalité et le fait d'arrêter complètement les aides, c'est simplement qu'on peut introduire des incitations en fait, quand on met des conditionnalités. Donc, si on dit à une entreprise je continue à te donner des aides si tu fais un effort substantiel d'investissement pour les transitions, ça va l'inciter à le faire, alors que si je lui coupe complètement, ça va lui augmenter le coût du capital et ça l'incitera à rien faire. Et enfin, les aides publiques, oui, ça revient pardon, j'ai une question sur si on baisse les aides publiques au secteur brun, du coup ça va faire de la baisse d'activité, donc on va avoir moins d'activité et moins de ressources. Mais c'est vraiment la question
que tu soulevais, Antoine et Philippe, c'est le bouclage macro, quoi. C'est en fait comment est-ce qu'on... Enfin, là, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits en ce moment, mais évidemment qu'on a besoin de boucler et de savoir si on baisse d'un côté, qu'est-ce que ça a comme effet. Et juste pour conclure, service de la dette, c'est ce que ça montre, ce que montre votre rapport, il me semble, c'est le premier point, on l'a dit tous, c'est que la baisse des prélèvements obligatoires, elle n'est pas logique. Et donc, dans le contexte de politique économique actuelle, il faut le répéter, ça n'est pas logique. Il y a un moment, il va falloir que ça s'arrête. Effectivement, tu disais, c'est pas, la dette, ça va être le truc le plus logique. Moi, j'ai pas trop d'angoisse sur le service de la dette pour l'instant, parce qu'en fait, il y a deux raisons. Le premier, c'est que les taux d'intérêt, ils sont toujours, en termes réels, ils sont toujours très bas, parce qu'on a une inflation qui est plus élevée que les taux d'intérêt que demandent les créanciers à la France. Et deuxièmement, on a énormément augmenté notre dette dans les dernières années, et nos taux d'intérêt n'ont pas augmenté. Donc il me semble qu'il y a une forte demande d'actifs sûrs. La France, pour l'instant, est un actif sûr, on fait tout pour le rester. Donc il faut montrer des gages. Effectivement, quand les déficits augmentent, il faut être sûr que c'est pas pour aller financer des aides publiques qui ne sont pas efficaces, c'est pour aller financer des aides publiques qui vont faire de la transition. Et voilà, moi j'ai moins d'angoisse que vous sur les aides publiques. Merci beaucoup, Anne. Alors, je vais abuser de ma position pour poser une question, et une question concernant l'université, vous n'êtes pas obligé d'y répondre, d'accord ? Je le dis bien. La première question, ça concerne la discussion sur les aides publiques aux entreprises, parce que je travaille un peu sur ces sujets dans le passé, et une question à Selma, qui est inspectrice des finances, pourquoi lorsqu'on prend des mesures d'aide aux entreprises, sur les mêmes mesures, je ne parle pas de l'évaluation des politiques publiques d'ensemble, mais sur les mêmes mesures, on ne mesure pas, on n'évalue pas les mesures précédentes, on les empile, et ça continue. Par exemple, crédit d'impôt relocalisation en 2005, breton, prime à la relocalisation en 2008, et entre 2008 et 2005, on n'a jamais évalué la mesure précédente. Et ça continue, je peux dire, Harry, etc. Pourquoi les aides sur les mêmes mesures, je ne parle pas des aides, ne s'évaluent pas lorsqu'elles sont prises. Voilà. Alors qu'on était venu avec... Enfin, je veux dire, il y a eu des annonces faites sur le fait que les dépenses publiques pouvaient être plus efficaces. Sur le crédit d'impôt recherche, Philippe l'a dit, 40% au service. Plutôt que, question Anne-Laure, plutôt que la conditionnalité ex post, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un ciblage ex ante, c'est-à-dire finalement de concentrer sur les établissements et non sur les têtes de groupe, proposition qui était déjà en route mais qui n'a jamais été prise en compte, sur l'industrie et peut-être concentrer le crédit d'impôt sur la décarbonation des économies. Et point final, plutôt qu'une conditionnalité qui semblerait plus compliquée quand même à faire ex post. Voilà. Et enfin, troisième question, ça concerne l'université. Que pensez-vous du fait qu'on prenne des mesures générales de revalorisation des points d'indice pour les fonctionnaires, etc., ou de prime énergie, ou de la prime qui va arriver, qui est la prime inflation, et qu'on les fasse payer sur les fonds de roulement des universités? Voilà. Quelle est la rationalité de ce type de mesure sur le plan des finances publiques? Alors, sur la première, donc sur le fait que avant de refaire les choses qu'on a fait dans le passé, etc., il faut évaluer. Donc évidemment, oui. Bon, après, les chercheurs peuvent évaluer. Non, mais je parle des décideurs. Je parle des décideurs. En général, c'est pas les décideurs qui évaluent, et c'est bien. C'est des chercheurs. Si possible avec des garanties d'indépendance, dans des comités d'évaluation qui éventuellement sont impulsés par... Enfin, je ne rejette pas la faute sur les chercheurs, hein. C'est pas ça du tout que je veux faire, mais je veux dire, on évalue beaucoup de choses quand même en France, je crois. Bon, il ne faut pas non plus toujours se flageller. On a évalué les impacts des exonérations, enfin dire qu'il n'y a pas de débat sur est-ce qu'on va trop loin dans des exonérations sur les bas salaires, c'est pas possible. Enfin, je veux dire... Il y en a au Parlement, il y en a entre chercheurs. Est-ce que le point de sortie des exonérations, c'est 30 ans que je suis sur ces sujets et c'est 20 ans qu'on en débat. Donc on ne peut pas dire qu'on n'est pas conscient que, que maintenant ça va un peu loin, il y a eu des amendements, enfin, en fait, tout ça est. Donc il y a beaucoup d'évaluations. Il y a eu des évaluations du crédit impôt recherche. Qui existent, il y a eu des comités, il y a eu des évaluations qui ont été revues, etc. Donc il y a beaucoup d'évaluations. Alors après, on n'évalue pas tout. Et il faudrait évaluer encore plus.
Je suis d'accord, j'ai pas en tête le crédit d'impôt relocalisation très précisément, mais je ne sais pas pourquoi il n'a pas été évalué, pourquoi. Parfois, il y a des choses qui sont pas publiques aussi, mais normalement, quand les chercheurs font des évaluations, c'est public. Bon. Donc la bonne pratique, c'est ce que vous dites, hein, c'est d'évaluer. Bon, parfois, on ne peut pas. Hein, parfois, les chercheurs savent, on sait bien parfois, on ne peut pas évaluer, parfois, on n'a pas de moyens de contrefactuel, de rupture. Il faut voir hein, sur les réformes récentes de l'assurance chômage, on va regarder ça. Ce n'est pas toujours simple d'évaluer les réformes qui ont été faites. Mais il faut autant que possible, évidemment. Sur le CIR, je me permets quand même de vous renvoyer Il y a un rapport du Conseil des prélèvements obligatoires, dont je suis personnalité qualifiée, qui a fait des recommandations très claires sur la base des évaluations existantes sur le crédit d'impôt recherche. Donc il y a des choses qui existent, voilà, que je voulais signaler. Sur l'université, Joker. Non, Joker, il y a deux questions. C'est pas tellement l'université, c'est plus la question de est-ce que les trésoreries des organismes de façon générale bon, c'est un débat qu'on peut avoir, il y a des bonnes et des mauvaises raisons à ça. Après, moi peut-être par rapport au livre d'Anne-Laure, juste un point qui m'a un peu étonnée, mais je n'ai pas lu le livre, donc dans la présentation qui en a été faite, c'est qu'on n'ait pas mentionné les crises. Hein. Parce que sur les 20 dernières années, on a quand même eu la crise financière et la crise Covid, et les évolutions des dépenses et de la dette ont quand même beaucoup été en réponse à des crises. Je me demandais si l'activité partielle, le chômage technique, c'était vu comme une aide aux entreprises ou aux ménages. Ça, il pose des questions d'incidence, mais enfin, j'imagine que ça va être compté dans une aide aux entreprises, mais non, c'est une aide aux ménages, l'activité partielle, ça dépend combien c'est. Enfin bon. Mais en tout cas, il y a eu ces réponses aux crises. Et encore une fois, c'est bien de se demander un peu quel est le contrefactuel aussi de Merci. Moi, je pense que je peux répondre à une seule de tes questions. C'est parce que sur l'université, je ne me sens pas du tout compétente. En fait, pour compléter ce que dit Selma, il y a plein d'évaluations. Les chercheurs font plutôt leur travail et l'IPP a vraiment fait contribuer à nourrir le débat public en fait, sur cette question, mais pas que. On a plein de gens dans des agences, dans l'administration qui font ça. Le CAE fait ça aussi de façon remarquable. Le problème, c'est comment s'en saisit, comment le politique s'en saisit. C'est-à-dire que, bien sûr qu'on a un débat sur le 90% des salaires, bien sûr qu'on a un débat sur les exonérations. Moi, ce que je dis, c'est est-ce qu'on est capable, à un moment, quand est-ce que ça arrive dans le débat politique, et que les politiques se saisissent des conclusions des chercheurs, parce que on ne sait pas tout, mais on sait quand même, a priori, on a résolu beaucoup plus de questions que ce qui me semble être la qualité des discussions dans le débat public de la décision, quoi. Vraiment, le meilleur exemple, moi, que j'ai, c'est le rapport du CAE sur l'impôt sur l'héritage, notamment Gabriel Fac, qui est ici, y a participé. Superbe rapport. Je crois qu'on l'avait présenté ici, mais je ne sais plus, mais en tout cas, un truc vraiment hyper convaincant qu'il faut faire un impôt sur l'héritage. Je ne sais plus s'il y a une semaine ou deux entre la sortie du rapport et Bruno Le Maire, le ministre déjà à l'époque, qui dit l'impôt sur l'héritage, il faut le baisser. Bon, voilà, il y a un moment où il y a une difficulté à se saisir, et c'est le processus politique, et c'est pas grave, hein, il faut faire aussi l'économie politique de ça. Et pour répondre à ta question, d'abord, j'ai retiré 2020 sur pas mal de choses, parce que évidemment, ça pourrait sembler particulier, donc il faut le retirer. Après, j'ai un premier chapitre dans le bouquin qui dit que finalement, c'est très amplifié d'une tendance qui était déjà à l'œuvre. Donc, notamment, je fais justement cette distribution des aides, les aides partielles, je ne les mets ni dans les ménages ni dans les entreprises. Mais même quand tu ne fais pas ça, en fait, il y a une grosse partie qui est allée plutôt. En fait, il y a eu l'aide sur la santé est un peu moins importante que les aides directes aux entreprises. Donc, une question qu'on peut se poser dans une crise
pandémique. Mais oui, tu as raison que la dépense publique, elle réagit dans le cycle économique. Ciblage ex ante plutôt que conditionnalité. Oui, pardon, je l'avais noté. Sur le CI, crédit d'impôt recherche. Oui, tout à fait. En fait, j'ai donné une modalité, tout ça, il faut en discuter, bien sûr. La question, c'est de savoir à ce moment-là, en fait, c'est vraiment ce que j'essaie d'expliquer, c'est que si on ne cible ex ante que au secteur vert, alors il n'y a pas beaucoup de rentabilité, d'impact carbone à gagner. Mais il faut aller de façon beaucoup plus fine, réfléchir aux modalités. Mais en tout cas, la conclusion, c'est de ne pas distribuer les aides publiques de façon neutre dans la structure économique du marché, quoi. Il ne faut surtout pas faire ça. Ce qui est fait. Merci beaucoup. C'est très bien. Merci pour la qualité de la discussion, des deux discutants. Et merci à Selma Mahfouz et à Nour Delahre. Merci à Florence d'avoir restitué des questions. Et merci à tous ceux qui ont participé. Vous pourrez revoir dans le fil de conversation les questions qui vous ont été posées. Et puis, si vous l'acceptez, bien entendu, il y aura il y a un enregistrement et donc une diffusion de l'enregistrement à plus de gens. C'est un séminaire qui se destine, qui a pour cible l'ensemble de la communauté universitaire, conseil administratif, enseignants, étudiants, et aussi les participants, les acteurs de l'ESR, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ce n'est pas un séminaire de spécialistes. Et merci d'avoir été très pédagogiques tous et toutes pour que la compréhension soit possible. Et si vous me direz si vous êtes d'accord pour diffuser l'enregistrement. Voilà. Merci et à un prochain séminaire Agir, le 10 octobre, je crois, sur encore les problèmes d'environnement et de transition énergétique écologique. Merci beaucoup, à très bientôt.